Bonjour Jacques-Martial Henry. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. Je voulais que vous veniez parler des fonds européens, puisque vous êtes très engagé depuis longtemps sur cette question. Et la prise de parole mercredi dernier de Younous Omarjee, qui a dénoncé l'interruption des paiements FEDER et FSE, a un peu mis le feu aux poudres. Mais on a quand même appris depuis que ça faisait 1 an et demi que ces paiements étaient interrompus. Donc il n'y a pas de sujet. Oui, ces paiements étaient interrompus, ça fait plus d'1 an suite au rapport interministériel. Oui. En interne, qui a été mandaté certainement par le gouvernement français. Mais l'intervention de M. Omarjee, député européen, sa qualité d'ailleurs de député européen, c'est suite à la décision de la Commission qui a suspendu officiellement les paiements. Il faut savoir que... Interrompu. Qui a interrompu, oui. Ou suspendu. Non, parce que visiblement, c'est deux procédures différentes. Il y a d'un côté, la France s'engage à plus faire de demandes de fonds pour ne pas se les faire rejeter. Et de l'autre côté, il y a les commissaires européens qui votent le fait que le programme opérationnel ne fonctionne plus. On n'est pas à cette étape-là. On est juste dans un gré à gré qui dit que la France ne fait plus de demandes de décaissement. Comme ça, on ne les lui refuse pas. Le temps de remettre d'aplomb les procédures qui effectivement avait été souligné insuffisante. On peut l'interpréter comme on veut, mais il faut savoir qu'on a vraiment parlé des fonds européens à partir de 2009, lorsque l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avec la feuille de route sur la départementalisation, s'était engagé à ériger Mayotte en département à partir de 2011 et région ultra-périphérique à partir de 2014. Parce qu'on ne pouvait pas être région ultra-périphérique si on n'a pas une fiscalité locale de droit commun. Et dès 2010, le préfet de l'époque, M. Denis Robin, avait déjà convoqué des élus du conseil départemental de Mamoudzou 1, Mamoudzou 2, Mamoudzou 3 de Koungou, le maire de Mamoudzou, le maire de Koungou, les parlementaires et les acteurs économiques de Mayotte. La réunion s'est tenue à la DEAL pour discuter du contournement de Mamoudzou et à ce titre, l'État avait financé 650 000 € au conseil général pour financer les études de faisabilité sur ce contournement, dans l'objectif que le dossier soit prêt, parce que à partir de 2014, dès qu'on aura les fonds européens, qu'on puisse financer ce contournement de Mamoudzou avec les fonds européens. Donc il y a eu un préfet qui avait anticipé et des élus qui avaient anticipé à l'époque sur les fonds européens. Parce que l'objectif de ces fonds européens, c'est d'accompagner la région de Mayotte, c'est-à-dire le conseil départemental dans ses compétences régionales pour développer son activité économique et lutter contre les pauvretés et tout ce qui suit par rapport à ça. Et donc, il faut des infrastructures routières qui tiennent debout. Il faut une infrastructure portuaire et une infrastructure aéroportuaire, parce que ce sont les bases même d'un développement économique et pour pouvoir accélérer le développement de Mayotte. Donc, dès le départ, les 400 millions d'euros de fonds européens, notamment les FEDER, les FSE et les FEADER, j'ai été d'ailleurs dans une réunion avec le préfet en 2014, qui s'appelle Jacques Witkowski. Voilà, un truc comme ça. Et avec des acteurs économiques autour de la table, moi j'avais dit clairement que ces fonds étaient largement insuffisants parce que rien que ces 3 infrastructures, il faut plus de 1 milliard pour pouvoir les réaliser. Si nous voulons vraiment un port d'éclatement régional, si nous voulons un aéroport qui a son autonomie
et sa vocation internationale, si nous voulons des infrastructures routières dignes de ce nom. Aujourd'hui, même les deux bus n'arrivent pas à se croiser, on a des problèmes d'acheminement des conteneurs, on a tous ces problèmes-là. La route départementale qui s'effondre, le pont de Dzoumognier qui ne répond pas aux besoins, c'est du très concret, tout ça, vous avez raison. Absolument. Donc nous, on avait anticipé sur ce point. Et je regrette que depuis 2014, lorsqu'on a initié à mettre en place le schéma régional d'aménagement, le SAR, qui n'est toujours pas voté, jusqu'à aujourd'hui. Mais qui est en phase de finalisation. Oui, mais vous savez, c'est depuis 2013 qu'avec Daniel Zaïdani, on a commencé à mettre en place ce schéma pour pouvoir mettre en avant ces infrastructures. Et jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, ce schéma n'a pas été. Alors pourquoi 10 ans? Parce que ce que vous dites est pertinent. Enfin, je veux dire, c'est criant de vérité. Oui. On est là, vous resituez globalement à partir de 2009, les réflexions 2009 jusqu'à 2014. Effectivement, le premier programme opérationnel 2014-2020, on est en train de le terminer avec le REACT-EU. Le prochain programme commence en 2021. Pour autant, en termes d'investissement européen sur les infrastructures que vous avez soulignées, rien ne s'est passé. Oui, et là, l'aéroport, Christophe Masson était à votre place il y a quelques minutes et il disait que les travaux ne commenceront pas avant 2026. Non, l'aéroport, pour moi, c'est une infrastructure de l'État. Il appartient à l'État de financer son aéroport. Moi, je crois que les fonds européens sont là pour accompagner la région, le conseil départemental dans sa compétence régionale. C'est pourquoi j'ai toujours dénoncé que ces fonds européens ont été détournés de son objectif à financer les opérations de l'État, notamment la construction des hôpitaux, notamment l'hôpital de Petite-Terre, à financer les opérations de l'État, au lieu de financer les opérations du conseil départemental. C'est pourquoi nous pensons clairement que c'est le conseil départemental qui doit devenir autorité de gestion, d'autant plus qu'en 2013, quand Daniel Zaïdani a délégué l'autorité de gestion à la préfecture, a raison, parce que nous étions dans cette période dans une situation de déficit du conseil général, et que la convention était très claire jusqu'en 2020. Et qu'il était très clair qu'à partir de 2021, le conseil départemental devait récupérer cette compétence, d'autant plus que la loi MAPTAM de 2014 dit clairement que ce sont les régions qui sont compétentes les autorités en matière de... Voilà. Pourquoi aujourd'hui l'État s'entête à garder cette autorité de gestion et pourquoi le conseil départemental maintient à ce que l'État soit toujours autorité de gestion. Excusez-moi Anne, mais je crois qu'on ne peut pas non plus vraiment accuser les élus du conseil départemental sur cette affaire, parce que sur 26 conseils départementaux, il n'y a que 7 qui ont accepté à ce que l'autorité de gestion reste toujours aux mains de l'État. 7. Parce que la première séance, les élus, qui a été présidée par Hadji Mounko, les élus ont rejeté cette idée que... C'était pas cette mandature, c'était la précédente. Que l'autorité de gestion appartienne à la préfecture. Alors pourquoi ça c'est... Un mois après, on est allé chercher le président Souabahadine Ibrahim qui est venu présider cette réunion. Donc il n'y a eu que 15 élus qui ont répondu présent, 2 se sont abstenus, 6 ont voté contre et 7 ont voté pour. Et c'est... Voilà. Mais en quoi c'est une mauvaise... Parce que c'est très mauvais, le résultat l'a démontré. Déjà, quelle est la part en ce qui concerne le secteur marchand? Sans préfinancement, et pas beaucoup. Non. Donc, ils n'ont pas du tout réservé. Même pas 10% de ces fonds n'a été mis en place pour le secteur marchand. Oui, mais regardez, Jacques-Martial Henry, le GIP est mis en place maintenant depuis 2021. Le nouveau directeur du GIP, qui est un homme extrêmement compétent et expérimenté en matière de gestion des fonds européens, le premier truc qu'il a fait quand il a pris ses fonctions, c'est aller négocier avec des opérateurs économiques la possibilité pour les privés, justement, associations TPE, PME, de bénéficier d'un préfinancement. Je ne remets pas... C'est plutôt positif. Non, je ne remets pas en cause. Quand vous voyez qu'à La Réunion, la région a mobilisé 53 millions d'euros pour des garanties
auprès des banques pour accompagner les acteurs économiques. Ben ça y est, c'est fait là. Parce que c'est la région. Non, non, c'est pas fait. Deuxièmement, si, le GIP qui est créé d'une manière illégale, d'ailleurs. Vous l'avez attaqué d'ailleurs. Attaqué au tribunal administratif, parce que la loi est très claire. Les groupements d'intérêt public sont créés par les régions et non par l'État. Et puis après, mais il y a deux actionnaires aujourd'hui sur le GIP. C'est l'État et le Conseil général. Oui. Seulement, le GIP qui a vocation à devenir organisme intermédiaire, un organisme intermédiaire, c'est un organisme indépendant de l'autorité de gestion, c'est-à-dire du conseil départemental et de l'État. Quand vous prenez la région Île-de-France, par exemple, l'organisme intermédiaire, c'est une association loi 1901 qui s'appelle Association Ensemble Paris Emploi et Compétences. C'est une association loi 1901 qui est créée en 2016. Et il faut aussi une mise en concurrence, parce que là, vous confiez un service public à une structure indépendante de l'administration, en tout cas de l'autorité de gestion. Il faut une mise en concurrence. Ici, on a créé un groupement d'intérêt public avec l'État comme étant membre, alors que l'État ne devrait pas être membre. Deuxièmement, qu'on a déclaré autorité de gestion intermédiaire, organisme intermédiaire, alors qu'il n'est pas indépendant de l'autorité de gestion. Votre plainte au tribunal, enfin je ne sais pas si c'est une plainte ou si c'est un recours. Oui. Un recours, pardonnez-moi. Oui. Votre recours au tribunal administratif, il en est où? Parce que vous l'avez déposé il y a quelques temps l'instruction a été arrêtée et certainement le tribunal sera amené à nous clarifier tout ça. Et puis deuxièmement, ce qui est étonnant, on a créé un groupement d'intérêt public. Est-ce que vous, Anne, avec tous les moyens de communication que vous avez, que vous gérez aussi, est-ce que vous avez entendu une seule fois qu'il y a une assemblée générale? Est-ce que vous avez entendu une seule fois qu'il y a eu un conseil d'administration? Parce que le directeur du GIP ne peut pas engager juridiquement et financièrement le groupement d'intérêt public si le conseil d'administration n'a pas voté de budget, si l'assemblée générale n'a pas autorisé le conseil d'administration à voter un budget ou à initier une action. Le directeur de ce groupement engage juridiquement et financièrement des décisions lorsqu'il a été autorisé par le conseil d'administration. Nous n'avons jamais entendu que le conseil d'administration de ce groupement d'intérêt public s'est réuni. Et puis deuxièmement, Maxime l'a dit ici très clairement, que la préfecture garde toujours, le SGAR garde toujours l'autorité de gestion et que ce GIP est juste une boîte à lettres. Et il gère tout, hein. Ouais. Il n'est pas une boîte, enfin le GIP n'est pas une boîte à lettres. Un porteur de projet aujourd'hui qui ambitionne, qu'il soit une collectivité d'ailleurs ou comme vous le disiez un membre du secteur marchand, s'il veut une subvention FEDER ou une subvention FSE, il va frapper à la porte. Oui, du ils GIP ne font que instruire le dossier comme le faisait le SGAR. Ils font plus qu'instruire. Il y a un pôle animation. Oui, il y a pôle animation. Je ne remets pas ça en cause, mais tout ça. Tout ça, c'est la région, c'est-à-dire le conseil départemental en tant que région qui doit gérer tout ça. Mais les 50 agents, enfin, ou salariés, je ne sais pas si ce sont des agents ou des salariés du GIP, ce sont des personnels qui ont été embauchés par le GIP. Certains viennent du conseil départemental, d'autres sont des fonctionnaires de l'État. C'est des gens qui viennent des deux structures ou des deux actionnaires et qui travaillent. Je ne remets pas du tout en cause les compétences. Les mecs. Oui, je ne remets pas du tout en cause les compétences des agents. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent très bien et je salue le travail qu'ils font. Seulement, la décision ne leur appartient pas. La décision appartient à la préfecture qui a été incriminée par ce rapport interministériel, par cette commission européenne et qui nous a aujourd'hui fait priver une manne financière très, très importante. Donc c'est ça ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, moi j'entends ce que vous dites et je le comprends, mais aujourd'hui l'argent de l'Union européenne, il est dépensé. Le programme opérationnel 2014-2020, il est en train de se terminer, c'est-à-dire qu'on va payer
les derniers dossiers. Le REACT-EU qui a permis de prolonger, et ça c'est pas une décision Mayotte, c'est une décision Europe avec le Covid et tout, qui permet de prolonger le programme opérationnel 2014-2020 jusqu'à la mise en place du suivant. On va avoir dépensé 100% de l'enveloppe et même plus de l'enveloppe qu'on a eue, puisque oui, visiblement il manque 30 millions. On dépense sur quoi? Sur les projets de l'État que l'État doit financer. L'État se désengage en l'occurrence sur le pour récupérer l'argent des fonds européens pour financer ces opérations. Pendant ce temps, on n'a pas de route. Pendant ce temps, on ne donne pas des moyens aux ports de se développer comme il faut. Pendant ce temps, on ne donne pas les moyens pour que le secteur marchand puisse se développer, pour qu'on ait des hôtels, pour qu'on ait des entreprises dynamiques ici. Non, c'est pas ça. Et sur le FSE, quelles sont les associations qui arrivent à avoir le FSE? C'est Tama, c'est Mlezi, c'est Allo Allo, c'est ces structures-là. Non, ça c'est pas du tout normal. Nous voulons que ces fonds soient gérés par la région, c'est-à-dire le conseil départemental en tant que région. Et que ce qui m'attriste un peu, c'est que moi je croyais quand vous avez dit que lundi c'est un représentant de la préfecture qui vient, mardi c'est un élu, moi je croyais voir Tahamida ici, ou Bibi Chafi, ou Benissa Ousseni qui était quand même président d'une structure assez importante chargée du développement économique de la DIM, et puis après qui est aujourd'hui président du conseil départemental et qui a voté d'ailleurs pour que l'autorité de gestion soit confiée au GIP. Et ce silence des élus du conseil départemental... C'est peut-être qu'ils sont d'accord, tout simplement. Voilà, et que nous sommes tellement contre, et nous voulons sensibiliser la population que la manière dont le conseil départemental, pour ces routes départementales, les a confiées à l'ADL. Oui. Beaucoup de communes, pour l'instruction des permis, les ont confiées à l'ADL. Oui. Le conseil départemental a pris 80 millions d'euros pour donner à l'État pour construire l'aéroport. Nous, on dit qu'on n'a pas l'argent et on prend 80 millions d'euros pour donner à l'État. Donc cette manière de gérer cette île ne nous convient pas. Nous voulons des élus qui assument leurs responsabilités et qui sont capables de défendre les intérêts des Mahorais, les intérêts du développement économique de ce pays. Et quand vous regardez d'ailleurs le rapport interministériel, moi, quand j'ai entendu, je n'ai rien contre Madame Maxime qui a fait son stage de l'ENA ici, elle a quand même un côté un peu sentimental sur Mayotte. Mais je crois que ce rapport invoque des infractions au Code du marché public. Et que si c'était le maire Abdou du Sud ou le maire Bakar du Nord, c'est sûr et certain, là où on en parle là, son mandat allait être déchu ou allait être mis en examen. Et c'est inquiétant que le parquet n'a pas ouvert des enquêtes sur des éléments qui ont été invoqués par un rapport interministériel. Merci Jacques-Martial Henry, c'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore 1000 questions à vous poser. Vous reviendrez. Ça c'est Azali, ça. Applaudez. Vous revenez très vite pour qu'on continue cette discussion sur la gouvernance des fonds européens. Avec un grand plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.